Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 22 juin 2024. On se retrouve avec un BTC à 64 400 $ en léger recul avec un Ether qui suit juste derrière à 3005. Et est-ce que en ce moment c'est le bon move pour cet été avec peut-être enfin l'approbation finale et totale avec les derniers documents qui sont déposés en ce moment même. On y vient dans un instant au niveau des infos Twitter pour avoir une approbation qui pourrait débuter le 2 juillet 2024. Donc c'est vraiment dans moins d'une quinzaine de jours désormais. On va voir si ça va bel et bien être acté ou si ça sera repoussé un peu plus loin. On a Solana à 135 $ en positif, moins 10% pour Avalanche qui retombe à 25 $. Ça commence à faire puisque on est à moins 35 sur le mois. L'équilibre à peu près jusqu'au top 20, moins 4% pour Monero, moins 2,69 pour Hedera, moins 36 aussi sur le mois pour Immutable X à 1,55 $, 37e place, moins 5% pour Dogwizhat et moins 38 sur le mois, donc les mêmes coins qui sont malgré tout en grosse perte de vitesse en ce moment, plus 10% pour Arweave à la 47e place, et on clôture le top 50 avec Lido, VeChain, Arweave justement, Floki, Ondo et Notcoin qui continuent de se coller justement à la 50e place à 1,57 milliard de capitalisation. La map de liquidité, donc au nord, il faut raccrocher le train des 70 à 72 000 $, tandis qu'on a commencé à nettoyer au sud les 64 000, on n'a pas grand chose jusqu'à 60 000, donc j'ai bien peur qu'on finisse par venir les chercher, les fameux 60 000. Ça permettrait potentiellement de vraiment prendre appui pour repartir de nouveau au cours de l'été en direction des 70. Je pense que ça va être un vrai match de tennis qui va s'organiser entre ces deux bornes, basiquement entre 60 et 70, et le maître de cérémonie qui finalement pourrait venir de ailleurs que sur le Bitcoin avec un Ether qui pourrait relancer un peu la machine. Récemment, donc, on a fait un point bas sous les 64 000. On a la zone effectivement des 60 000 qui tend les bras, les open interest. C'est un coup oui, un coup non. Une période estivale qui risque de se faire comme ça en faisant un peu le yo-yo sur fond de manque de liquidité et sur fond de macro qui est toujours vachement incertain finalement. Et c'est ce qui grippe un peu les marchés en ce moment. On a la sensation qu'on ne sait pas trop où on va. On a un marché américain qui continue d'empiler des bougies to the moon portées par une tech avec une frénésie complètement folle. Mais ça aussi, ça va pas durer indéfiniment. Donc le Crypto Fear and Greed par exemple est repassé sur neutral autour de 50. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Est-ce qu'on va repasser dans l'extrême peur si justement on revenait visiter ces fameux 60 000 $? C'est là toute la question. Et effectivement après les deux gros catalyseurs pourraient être, ou trois d'ici la fin d'année, Ether pour le marché crypto en tant que tel pur et dur, le nouveau président autour de l'automne mais c'est plutôt entre la fin d'année et début 2025, et ensuite le fameux pivot de la Fed. Et on a Bitpanda qui nous accompagne sur cette campagne pour 2-3 mois avec un bonus de 50 € si vous tradez au moins 400 € en 2 semaines pour gagner ce bonus de bienvenue, et il vous le paie en Bitcoin. Donc inutile de rappeler que Bitpanda à ce jour c'est un PSAN au niveau européen et au niveau français. Ils ont la réglementation dans leur pays natif en Autriche, et vous pouvez vous servir de la plateforme pour acheter, vendre vos crypto-monnaies, les mettre à travailler en staking. Vous avez également toutes les principales actions mondiales, le CAC 40, le SP500, etc. Des ETF pour potentiellement justement avoir des paniers sans avoir à vous casser la tête tout simplement, et les indices crypto qui vont exactement dans le même sens avec l'ajout récent d'un panier de 5 à 6 des plus grosses capitalisations des mêmes coins. Donc si vous ne savez pas aujourd'hui quel même coin acheter et que vous désirez en acheter, bien que pour nous investisseurs avisés ça soit pas non plus le méga truc à faire en général, vous savez que vous pouvez regarder de ce côté-là et acheter en un seul clic finalement ce fameux panier indice du top capitalisation des mêmes coins. Il y a également les métaux précieux qui sont conservés dans une banque ou dans un port franc en Suisse. Ça fait longtemps que je suis pas repassé sur les petits détails, mais bref, vous pouvez quasiment tout faire directement sur l'application de Bitpanda. Ils ont également une CB avec laquelle vous allez pouvoir payer si le cœur vous en dit, autant avec vos euros qu'avec vos cryptos, qu'avec votre gold ou votre action Tesla si vous en détenez. Donc c'est quand même une offre assez complète. N'hésitez pas, vous avez le lien
en commentaire et description et il restera là donc tout au long de l'été pour vous faire bénéficier justement de ce type d'offre. Et on passe à la suite avec Eric Balchunas qui mettait en avant que BlackRock, mais tous les autres aussi dans la foulée, ont déposé donc le Form S1 puisqu'on avait eu le B4 précédemment qui a été approuvé par la SEC. Donc il faut désormais la deuxième approbation pour finaliser tout ça et avoir le trading qui se lance sur Ethereum Spot. Donc pour l'instant, le truc marrant, c'est qu'il n'y en a aucun qui a mis en avant au cours de ce document le fees qu'il devrait prélever. Pour rappel, il y avait eu une course aux fees sur l'ETF Bitcoin. Ils avaient baissé tous au fur et à mesure qu'il y avait les révélations des autres. Donc on va voir aussi la guerre qui va se faire sur ce terrain-là, mais on sent qu'on n'est plus qu'à quelques jours, voire quelques semaines au grand maximum de la finalisation autour de cette approbation des ETF Ethereum Spot. Un trade toujours aussi intéressant qui avait été posté le 20 mai avec Crypto Distilled qui mettait en avant The Most Hate Rally Yet au niveau de Ethereum. Donc c'est clair que quand on remonte quelques mois au préalable, on avait un Ether qui était complètement flat, très en retard, et tout le monde qui était en train de dire oui, ça remontera jamais, etc. On avait aussi peut-être finalement assez peu d'espoir d'avoir une approbation de ces fameux ETF, et désormais les choses sont bien plus en train de se mettre en place, et peut-être que justement, lorsque Ether sera à nouveau dans un premier temps, je l'espère, autour de $4,000, puis les 5,000 qui constituaient le quasi ATH, puisqu'on était un peu en dessous, 4,900, 4,950, et bien voilà, on pourrait avoir un peu plus d'entrain qui revient sur l'actif en tant que tel, et aussi d'un point de vue fondamental, il coche quand même désormais beaucoup de cases qui sont positives d'un point de vue de l'investisseur et notamment des États-Unis. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que les décisions récentes, notamment de la SEC d'abandonner la poursuite autour de Consensus, d'en faire une commodité au même titre que Bitcoin, etc., ça peut avoir quand même des effets qui pour l'instant ne s'y voient pas sur le court, mais au long terme devraient quand même être assez positifs. On avait Marc qui met en avant qu'il ne devrait pas tarder à avoir disponible le Go, donc le stablecoin de AAV sur Arbitrum. Donc tous les votes sont en cours et il y a le quorum qui a été tout simplement atteint, je crois, sur le vote en tant que tel. Et là, voilà, c'est des jours en fait qui nous séparent tout simplement de ça. Personnellement, je vais voir si c'était intéressant justement de passer les Go du layer 1 vers Arbitrum pour avoir notamment le mérite donc au niveau des incentives. Pour ceux qui font un peu de DeFi, vous saurez de quoi je parle. On en reparlera peut-être un peu plus dans le détail dans le live de lundi. Vous avez la vidéo en clair de Bob Lucas pour ceux qui ne l'ont pas vu, le 4-year cycle de Bitcoin, c'est très intéressant. Pour lui, on va aller toucher justement les fameux 60 000 avant de rebondir en direction des 70 à l'automne et ensuite de les franchir bien entendu et de continuer El Famoso Bull Run. Je reviens pas donc sur le S1 puisqu'on tourne un peu en rond autour de Ethereum. Le pivot moment avec The Rational Root qui nous met en avant qu'on est un peu sur une zone clé ici puisque c'est le short term cost basis. C'est là où beaucoup de personnes autour de 64 000 $ sont rentrées par rapport à l'action de prix relativement récente. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Crypto Sapien qui nous disait que les liquidités se font rares comparativement au marché qui en mars était en pleine euphorie avec une moyenne de plus 10 milliards de dollars par jour qui affluaient sur le marché. Aujourd'hui, c'est à peine 0,5 milliards et c'est très bien corroboré par l'action de prix qu'on voit, le désintérêt sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est pas un cycle pour l'instant qui est un cycle pour les particuliers et j'y viendrai dans un instant au niveau de l'analyse technique. La plupart des altcoins, quand on regarde face au Bitcoin, c'est juste catastrophique. On est dans une downtrend pour ceux qui étaient déjà là en 2017-2018 au niveau des alts qui est baissière depuis 2018 pour 95% et pour ceux qui sont là depuis 2020-2021, on va dire allez pas 95% mais un bon 80-85% qui sont aussi toujours baissiers face à BTC, ce qui veut dire qu'aujourd'hui sur ce cycle jusqu'au moment où nous sommes maintenant et probablement encore pour un peu de temps, eh bien il valait mieux être que sur Bitcoin, peut-être un peu sur Ether et encore que ça peut se discuter, mais c'est vrai que ce cycle pour l'instant, plutôt que d'aller systématiquement chercher l'altcoin du top 5000
2000 ou l'altcoin un peu dead du cycle de 2017-2018 ou 2020-2021 qui s'est pas relevé entre l'automne 2023 et début 2024, vraiment c'est se faire du mal et jeter un peu l'argent par les fenêtres, d'aller acheter tout et n'importe quoi en priant tous les matins derrière pour que ça pump. Donc j'y viens dans un instant, mais vous allez voir que quand on regarde les alts face au BTC, vraiment c'est criant de vérité. Il y a bon nombre d'altcoins qui malheureusement sont juste en train de crever. Savvy Trader qui met en avant les stocks, les actions américaines qui sont les plus détenues par les fonds de gestion, les hedge funds. Donc on a Microsoft qui arrive en tête avec 44%, Amazon 42%, Alphabet, Google 38%, Apple 36%, pareil que Meta, Nvidia 34%, on a Alphabet à nouveau 32%, Visa 31%, JP Morgan 29%, Berkshire 28%, Mastercard 26%, c'est pareil pour United Health Group et Johnson & Johnson, et on clôture le top 15 avec ExxonMobil et Lilly qui pèsent 25% dans ces répartitions. On avait un bon post de Miles Dutcher qui disait que 99% des projets n'ont pas besoin d'un token pour être efficace et efficient. Donc clairement, allez le consulter, le post, puisque ça permet de s'ouvrir un peu l'esprit et de constater que oui, la plupart du temps, il y a des tokens qui sortent et qui ne font pas grand-chose derrière. On a Riot, Marathon et bien d'autres qui sont dans la même configuration de fin de contraction. Est-ce que ça va péter au nord pour les minières? En tout cas, pour l'instant, voilà, ça a été assez décevant depuis le halving, mais on l'a vu, les mineurs sont en train de capituler. Watcher Guru qui mettait en avant que Gemini Crypto, les fondateurs, donc les frères Winklevoss, ont fait une donation de 2 millions de dollars à Donald Trump pour sa campagne, donc c'est pas la première fois qu'ils font ça, et ils réitèrent leur encouragement au candidat, donc qui pour l'instant fait consensus, en tout cas au niveau des analystes et du marché. On a la pression vendeuse selon Kyung-Joo qui vient de Coinbase, donc en ce moment ça décharge quand même pas mal, pendant que Michael Saylor a fait une nouvelle acquisition de près de 12 000 BTC pour 786 millions de dollars, et ils ont donc un prix moyen de 36 000, pour pas dire quasi 37 000 dollars pour 8,33 milliards, et cela représente la modique somme au niveau de la détention pure et dure en BTC de 226 331 bitcoins. Jusqu'où ira Michael Saylor? C'est là toute la question. On a la CFTC qui s'attaque à Jump Crypto, qui est un des plus gros players VC du domaine, donc à voir ce que ça pourrait donner, et c'est marrant pour une fois que ça ne soit pas la SEC mais bien la CFTC qui est un acteur qui en général régule plutôt les commodités. CryptoGoku qui mettait en avant qu'une crypto candidate aux élections législatives est apparue, c'est Aurore Galvez, cofondatrice de Bitcoin Lyon, qui a annoncé sa candidature dans la 8e circonscription de l'Isère. Elle assure être la seule en France à porter un projet qui tourne autour de la crypto-monnaie. Donc voilà, le message est passé. On avait The Trade Flow qui mettait en avant qu'on a peut-être le début d'une surperformance d'ETH face à BTC. C'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais j'ose espérer que ça va pas faire pchit, que c'est pas un pétard mouillé lorsque on aura l'approbation de Ether, parce que si derrière ça vient à se péter immédiatement la gueule, là ça va être une autre musique, je pense, si c'est pas spéculé à la hausse dès lors qu'il y a cette vanne qui s'ouvre, ça risque d'être un peu plus rugueux pour l'intégralité du marché crypto. Je reviens pas donc sur Marathon qui est dans la même configuration de fin de contraction que Riot, on vient de le voir à l'instant. Et on clôturera avec deux infos, avec Journal du Coin, une campagne publicitaire de Consumers First qui fait de Tether le prochain FTX qui va bientôt être diffusé aux États-Unis. Donc clairement en ce moment je pense que les stablecoins ça va être le prochain gros sujet, et qu'aux États-Unis on a Circle USDC qui est en odeur de sainteté d'un point de vue régulation, et ils vont s'attaquer tôt ou tard à USDT, et en plus en même temps on a Mika qui entre en compte en Europe, et on va plus pouvoir la plupart du temps faire exactement ce qu'on veut avec les USDT. Donc faites attention à ça, peut-être préparez-vous-y. Et ensuite on clôture donc avec le vertige, puisque c'est plus d'1 million de tokens qui ont été créés depuis avril 2024, et une majorité étant des mêmes coins sur Solana et Base. Et comme le disait à juste titre une personne dans les commentaires, ça revient un peu à faire du loto, à faire du gambling pur et dur. À ce compte-là, si on veut spéculer sur les mêmes coins, effectivement, il vaut mieux aller sur ceux qui sont déjà capitalisés, qui ont de la liquidité, plutôt que de systématiquement jeter une pièce en l'air en se disant je mets 100 balles sur un tel, je mets 100 balles sur un autre, etc. Et on le voit la plupart du temps, ça a tendance à profiter plutôt à ceux qui les créent que à ceux qui rentrent dedans. Il y en a quelques-uns qui, par chance ou par ultra bonne éducation au travers du temps, à force de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ont réussi
réussi à tirer leur épingle du jeu parfois ou à détecter le prochain PP, le prochain Shiba ou le prochain Doge. Mais voilà, quand on regarde au global, je pense quand même que sur les mêmes coins, il y a plus un 99% plus de perdants que l'inverse. Le crypto total donc avec proche de 2300 milliards et comme je le relevais hier, on est peut-être en train de former ici ce qui pourrait s'apparenter à un petit M qui nous renverrait tous vers le formulaire du McDonald's. Donc je l'espère pas, bien entendu, et j'espère plutôt que nous sommes dans la fractale de ce qui s'était passé à l'été-automne 2023. Avec, si on prend quelque chose dans ces eaux-là jusqu'au top ici et qu'on le reporte à peu près sur ce qui est en train de se passer, eh bien l'été qui pourrait nous amener à l'automne et ensuite à début 2025 avec un cours qui irait, si on le transpose à BTC, et on le fera dans un instant, je sais pas si je l'avais laissé hier pendant que je faisais mes petits travaux, autour de 120, 130, maximum 150 000 $. Donc on est plus ou moins dans les clous de ce à quoi on pourrait s'attendre, à ceci près que là, à court terme, on a quand même une phase qui s'est pas mal dégradée et qui laisse se poser pas mal de questions. Le crypto total 2 des altcoins qui finit sa contraction dans un petit flag ici, si ça pète en bas, eh bien de nouveau on va avoir un flush du côté des alts et ça fera pas plaisir. Et on voit quand même que les momentum sont en train de se poser, donc j'espère vivement que les alts vont se ressaisir. Le crypto total 3 qui exclut Ether en plus, exactement pareil, il est déjà venu à 2 reprises toucher son support des 565 à 567 milliards. J'espère bien entendu que ça va réussir à se maintenir relativement haut, sinon l'été risque d'être assez compliqué pour les altcoins. Donc voilà au niveau du BTC ce que pourrait donner la fractale positive. J'avais essayé de l'ajuster un peu mieux que ce que j'avais partagé sur Twitter, donc au niveau de ces charts. Et quand on regarde comme ça au niveau du BTC, si toutefois c'est pas un début de M de distribution qui dans un premier temps nous ramènera à 60 000 et si les 56 ensuite tiennent pas, eh bien c'est route vers les 48-49. Donc clairement ça serait cataclysmique pour les altcoins. Si c'est le scénario positif qui se déroule, d'ici l'automne, on sera de retour sur les points hauts autour de 75-76. On ira chercher les 80-85. Petite période de travail ici pour toucher la trend qui a 2-3 points et qui en aurait un 3-4e à ce moment précis. Et ensuite, on essaie de pousser le bouchon de champagne avec les 80 à 100 000 et peut-être l'accélération et le FOMO qui nous conduirait de 100 à 155 000 où nous attend l'extension de 61,8 de Fibo. Donc ça, clairement, c'est une fractale qui, vous le savez pour ceux qui regardent régulièrement la chaîne, je crois que les fractales, j'en fais une fois tous les 2 ans, mais c'est une qui peut totalement se réaliser au vu de l'échelle de prix et au vu de comment elle est foutue comparativement à ce qui s'est passé justement sur l'été-automne 2023. Après, est-ce que le cours va nous faire ça? Est-ce que le cours derrière va plutôt venir chercher 48 000 pour désespérer tout le monde, les alts qui repèrent de moins 30, moins 50, continuer de faire comme ça à l'automne sur fond d'incertitude, se reappuyer ici pour essayer d'aller chercher par la suite les 100 000, etc. Bien entendu qu'il peut y avoir des chemins tout à fait différents et que bien heureux serait celui qui arriverait aujourd'hui à prédire avec exactitude ce que vont faire les marchés demain. Mais en tout cas, c'est des scénarios qui nous permettent de à peu près nous faire une idée de ce que vont faire les marchés demain. Comme on n'a toujours pas de boule de cristal, on ne pourra pas le prévoir avec exactitude, mais c'est vrai que cette fractale est plutôt positive. On a le CAC 40 qui a clôturé vendredi avec tout simplement un retour au niveau du support ici qu'il backteste une fois l'avoir perdu, autour de 7600 plus. On a le SP500 qui a clôturé légèrement rouge, mais qui est toujours aussi haut à 5464 points. Un Ether qui pour sa part à 3005 est lui moins dégradé que Bitcoin puisque ça pourrait s'apparenter à un bull flag un peu comme on l'avait fait ici précédemment et de nouveau on a une petite contraction depuis un mois qui est vraiment bien plus petite en termes de volatilité que du côté de Bitcoin et peut-être au moment de l'approbation on reviendra effectivement chercher les 4000 à 4400 $ ici si on avait quelque chose comme ça un peu en zigzag. En tout cas pour l'instant c'est l'idée que je m'en fais. Je vois pas Ether juste au moment où on va avoir les approbations se faire complètement déglinguer. Par contre à partir du moment où on commencerait à faire exactement comme sur Bitcoin, c'est-à-dire ça ne tient pas, on revient visiter ici les 2009 et ça tient toujours pas, eh bien ça sera direction l'étage inférieur avec les 2400, 2500 $ et au pire du pire si Bitcoin ne tenait vraiment pas autour de 2000, 2200 $ pour Ether, chose qui à ce jour a assez peu de chances de se passer, mis à part si on revoit justement un BTC sous les 50 000 $, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut envisager tout simplement à la hausse et à la baisse les différentes targets
market, sachant qu'à la hausse aussi pour la suite, on a quand même des extensions, 1,61,8 à 7500 $ et 2,61,8 à plus de 11 000 $ pour Ether. Le gold qui continue de faire le yo-yo, donc statu quo, 2321 $ l'once. Le CW8 Amundi World, 519 points qui suit quasiment ce qu'est en train de faire le SP500, donc pareil statu quo. On avait Coinbase qui a pas mal retracé, donc on est passé de points récents à 264, on est à 225. On a le gros du support ici qui est en train d'être travaillé. Ça ressemble à s'y méprendre au cours un peu mitigé du BTC et de Ether, on va pas se le cacher. Nvidia qui marque une petite pause après avoir touché 140 et qui a clôturé à 126, donc toujours vraiment sur une phase très parabolique, exponentielle. On a la moyenne mobile 20 aujourd'hui qui est à peine à 94 en hebdomadaire et la moyenne mobile 200 si un jour il y a vraiment un cataclysme et un retour aux normes entre guillemets autour de 32 $ pour Nvidia. Donc on voit que ça se représentera peut-être pas de sitôt, octobre 2022 ici avec une très jolie épaule tête-épaule inversée, mais pour l'instant c'est quand même ça laisse se poser pas mal de questions et un simple retour à la moyenne mobile 20 par rapport au top récent, ça fait déjà un moins 33, moins 34%, donc ça n'est pas rien. Le DXY qui continue de se défendre, le dollar, quasi 106 points, donc lui aussi n'a pas envie de lâcher du mou et ça continue d'être tout simplement investi tant qu'on donne des taux qui sont hauts tant que la Fed n'a pas pivoté. Pourquoi aller se casser la tête sur les actions qui sont très hautes ou encore pire sur les cryptos qui sont très volatiles quand on peut nous offrir du 4-5% voire parfois plus sur des bons au trésor américains. La Bitcoin dominance pour sa part continue également de latéraliser depuis pas mal de temps entre 54 et 55%, tandis que l'Ether dominance pour sa part a trouvé un peu de résistance en s'approchant des 19% et elle vient d'un point bas il y a 4-5 semaines qui était autour de 15%. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. On voit que c'est un actif malgré tout qui ne s'est pas trop fait dégommer par le bear market. On avait une baisse qui était bien moindre que sur le cycle précédent. Donc à ce jour, le Bitcoin reste l'incontournable pour votre portefeuille crypto pour asseoir entre guillemets le fait d'avoir moins de volatilité. Et là, je m'adresse peut-être à ceux qui ont un ou deux cycles dans les pattes. Et ensuite, Ether, ça va venir apporter un peu plus de volatilité et un peu plus d'exotisme, bien que je ne sais pas si on puisse le qualifier d'exotique Ether aujourd'hui quand on voit tout ce qu'il représente. Comme je vous le disais tout à l'heure, bon nombre d'altcoins sont en train de se faire pulvériser face à BTC et j'en ai supprimé mais des dizaines de ma watchlist. J'en ai gardé un, c'est DYDX face au BTC pour illustrer un peu le propos. Et quand on regarde depuis le point haut ici qui était en septembre 2021, donc c'est même pas un de 2017-2018 puisqu'en général ceux de 2018 c'est 100 fois pire, on arrive à moins 97 et je vous raconte même pas le nombre que j'ai dégagé qui sont à moins 99.5. Il y avait du Iota, il y avait du Neo, il y avait je crois Quantum, il y avait tous les trucs de 2017-2018 qui sont morts complets dans le game et en fait ceux de 2020-2021 ils sont en train exactement de suivre le même motif à ceci près qu'ils ont moins de longévité donc on ne peut pas encore complètement les qualifier de deadcoin. Alors DYDX au niveau du dollar, il se traîne plutôt pas mal. Et en plus, c'est une plateforme qui est très utilisée, qui fait du volume, qui fait du revenu, etc. Mais je mets toujours en balance finalement le fait d'avoir justement du token et de se dire est-ce que la plateforme contrebalance suffisamment pour absorber le fait que contre Bitcoin, ça sous-performe à ce point. Et c'est là où, quelque part, eh bien, sur ce cycle, on a quand même bon nombre d'altcoins qui se font littéralement pulvériser face à BTC. Et c'est pour ça aussi qu'il m'apparaît judicieux, au moment où nous en sommes sur ce cycle, de bien regarder quand vous avez des alts face à BTC, s'ils sont en train à peu près, comme l'a fait Avalanche, de se défendre face à Bitcoin qui lui a été fort. Là, on n'a pas un truc qui cherche du pétrole complètement. Et bien que l'action de prix depuis décembre 2023 face au BTC, par exemple, pour Avax, soit décevante, je prends Avax parce que c'est le premier qui vient et qui est en recul de moins de 9% aujourd'hui. Mais ça peut fonctionner pareil du côté de AAV qui, par exemple, a perdu récemment le support face à BTC, l'a retesté et repart au sud, à ceci près que ça fait 2 fois ici autour de 1150 Satoshi qu'on a une petite zone qui est défendue, mais on a bon nombre comme ça de coins et de tokens qui sont pourtant des projets bien droits dans leur botte. Contre le dollar, il y a quand même eu une remontada ces derniers mois, etc.
Quand on mesure face au BTC et face au pic, là, AAV, ça remonte à mai 2021. De nouveau, on est à moins 92, moins 93%. Donc en fait, le but en restant en BTC sur ce cycle ou ce début de cycle en tout cas, c'était premièrement de préserver son capital au niveau de la volatilité puisque Bitcoin a quand même des mouvements, au plus il est capitalisé, qui se font de moins en moins grands. Et là, on le voit depuis qu'il y a eu l'arrivée des institutionnels, on a quand même à la fois au niveau des montées et à la fois au niveau des descentes, des trucs qui se font de manière un peu plus absorbée, un peu plus soft. Et quand on observe nos bagues face au BTC, voir si on a un Ether qui devient cet été, automne, un peu plus fort, il faudra regarder aussi face à Ether, ou alors face à Solana, pourquoi pas, qui a été très fort aussi sur ce début de run. On peut observer des trends comme ça où, bien finalement, on a des actifs qui sous-performent complètement l'intégralité du marché. C'est bien après d'avoir des convictions. Personnellement, aujourd'hui, je ne me sépare pas de mes bitcoins, je ne me sépare pas de mes AAV, etc. Mais au niveau de la répartition que vous allez en faire, ça va faire toute la différence en fait quand on voit comme ça preuve à l'appui de ce qui est en train de se dérouler face à tel ou tel actif, et c'est ce qui fera toute la différence sur votre portefeuille ensuite, de constater que bien c'est pareil par exemple pour RLC et BTC, on n'a pas un actif qui a cherché du pétrole, on n'a pas un actif qui fait des points bas de plus en plus bas, etc. au travers du temps. On a un actif qui est resté à peu près sur une médiane, il se défend. C'est pas pour autant que RLC va vous faire une performance complètement folle, mais c'est ce genre de chart qu'il faut rechercher, ou encore mieux des charts qui surperforment Bitcoin. Il y en a très peu aujourd'hui, vous vous en doutez bien, qui vont vous permettre de voir que vous êtes bien aligné sur votre investissement et que potentiellement vous avez choisi le bon cheval. Après, comme je le disais à l'instant, tout est une question de pondération, mais vraiment faites ce travail-là, essayez de regarder si vous avez des altcoins qui sont encore largement dans le rouge dans votre portefeuille et qui datent de 2017-2018, ou ceux de 2020-2021 qui vraiment ne sont pas relevés entre la fin d'année 2023 et début 2024, c'est peut-être qu'il est temps à la fois de passer à autre chose, de passer un coup de Swiffer, faire un bon ménage en profondeur dans votre portefeuille et de assainir tout ça pour repartir sur quelque chose d'un peu plus tangible, d'un peu plus dans l'air du temps, parce que aussi au travers du temps, petit à petit, le marché crypto, comme vous le savez, est en constante mutation. C'est pareil pour Curve qui est en léger positif aujourd'hui. Alors il est en train de se reprendre et comme Marc le disait dans la dernière émission, peut-être que l'épée de Damoclès est enfin partie pour Curve en particulier, mais même quand on prend le prix ici de janvier 2022, on est toujours sur moins 98% face au Bitcoin. Donc clairement, toutes les personnes qui ont gardé du Curve au travers de ces 2 dernières années sont forcément très largement perdantes par rapport à si elles avaient juste détenu du Bitcoin. Allez, une fois n'est pas coutume, on se quittera avec une action américaine, c'est Amazon qui est en train de coller sur la zone dure ici qu'il a travaillé depuis très longtemps, 185 à 190 $. Est-ce que Amazon s'apprête au grand décollage? En tout cas, pour l'instant, on a quand même une action de prix aussi qui est plutôt clean pour Amazon et un des mastodontes américains. Donc, on ne prend pas trop de risques en général quand on regarde du côté des Super 5 ou des Super 7. Je ne sais plus exactement comme ils les appellent aux États-Unis, les 7 magnifiques. Voilà, globalement, c'est quand même les fers de lance des États-Unis. Et quand on a des retracements comme on avait eu à l'époque sur Netflix, sur Meta, etc., ils avaient pris à des moments jusqu'à des moins 75%. Clairement, c'est des opportunités qui sont assez folles. Et ici, entre mars 2022 et janvier 2023, c'était moins 56% pour Amazon. En vous souhaitant une excellente journée, un excellent début de week-end. Prenez peut-être le temps justement ce week-end ou si vous avez des vacances cet été, de vous poser à tête reposée, c'est le cas de le dire, de prendre un papier, un stylo, un chart, de comparer vos altcoins face à BTC, et si vous avez des charts qui sont complètement en mode recherche de pétrole, moins 99%, etc., il est peut-être temps soit de garder pour hypothétiquement perdu pour perdu si vous avez des alts à moins 99. Et bien voilà, globalement, quand on a tout perdu, c'est peut-être un peu trop tard pour s'en rendre compte, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aussi psychologiquement m'apparaît assez louable de temps en temps de faire ce genre de ménage pour ne pas avoir ce poids d'un boulet qu'on se traîne au niveau de notre portefeuille et qui finalement sans arrêt occupe aussi un peu une énergie néfaste pour ne pas se concentrer justement sur les bons dossiers. Très bon week-end et à lundi. Ciao ciao.